Tout de suite, le grand témoin, Louis Dauphren. Il y a des préjugés tenaces et qui le sont d'autant plus. Comme celui-ci, c'est que les plus forts imposent toujours leurs lois. Ils sont d'autant plus tenaces, ces préjugés, qu'ils semblent inscrits dans la nature des choses. Les uns seraient appelés à dominer, donc les autres à subir, si je résume. La raison du plus fort n'est-elle pas toujours la meilleure? C'est une maxime que l'on tient pour vraie. François Guéry voit la vie autrement, estimant que la nature n'est pas darwinienne et qu'elle s'organise autour du plus faible. On va voir ce que revêt cette notion. Qu'est-ce que ça veut dire, cette thèse étonnante qui mérite d'être soutenue? Il est ancien professeur de philosophie, doyen de la faculté de l'université Jean Moulin Lyon 3 et il a été aussi producteur à France Culture, homme de radio donc. Bonjour François Guéry. Merci d'avoir accepté cette invitation et de nous parler de cette loi du plus faible qui paraît quelque peu inédite, surprenante, parce qu'on a l'impression que tout n'est que confrontation du pot de terre contre le pot de fer. Oui, je suis entièrement d'accord qu'une actualité très brûlante, géopolitique, enfin avec la guerre en Ukraine notamment, mais bien d'autres aussi. Les retraites, tenez. Alors également dans la vie civile française qui connaît un regain de violence et de revendications contre les institutions au nom de la force du nombre. Il est vrai que tout ce contexte m'a encouragé à revenir plus en détail sur cette affirmation que le plus fort doit l'emporter sur les institutions mêmes. Et mon idée est qu'une institution civilisée est équitable, c'est-à-dire qu'elle traite le faible comme le fort à égalité. Elle est donc en elle-même, si on veut, une résistance à une loi du plus fort qui serait plutôt, par exemple, celle des mafias ou des partis au pouvoir, du parti unique, logique qui a longtemps régné, que ce soit chez les nazis ou, hélas, dans le stalinisme. Donc, Pour les mafias, on a un exemple avec l'énorme coup de filet contre la 'Ndrangheta, la mafia calabraise, qui vient d'avoir lieu, par exemple. Ah oui, oui. Oui, oui. Alors, effectivement, le règne des mafias est un très bon exemple de cette loi du plus fort qui, malgré tout, tombe sur un os qui s'appelle l'état de droit, purement et simplement. Alors, François Guéry, j'aime bien une phrase que vous avez qui permet de situer la chose. La loi du plus fort, car quand on parle de loi du plus fort, de quoi parle-t-on précisément? La loi du plus fort, c'est estimer que la loi est encore plus fort que le plus fort. Normalement, ça devrait être ça. Hélas, non. La loi du plus fort, c'est une contestation de la loi tout court, divine, humaine, et étatique, etc. Puisque une civilisation, je me répète, enfin, fait la loi et ne cède pas à la force des plus forts, que ce soit les plus riches, les plus nombreux, les plus violents. Depuis Platon, par exemple, on a examiné comment on pouvait contrecarrer la force des violents. Et Platon, par exemple, imagine ce qu'il appelle le royal tisserand, qui consiste à faire comme donc un entrecroisement des caractères les plus forts et des caractères les plus souples. Et il prend l'exemple du tissage, où effectivement un fil souple et un fil raide sont associés de telle sorte qu'ils forment finalement un tissu. Et c'est à mon avis ce qu'est une véritable société. Elle neutralise la force des plus forts en l'associant aux plus souples, aux caractères qui sont dociles et accessibles à la raison, pour tout dire. Comment ça peut se matérialiser dans la vie politique aujourd'hui, cette loi du tisserand? Ah, comment ça? Oui, effectivement. Tisser une société, je pense que vous savez que beaucoup de gens sont en train de se demander comment on pourrait ou tisser ou retisser une société trop hétérogène. Et des associations, une pédagogie, une politique. Moi, j'avais étudié ce qu'on appelle la politique de précaution, jadis, avec Corinne Lepage. C'est l'affaire politique elle-même. Alors maintenant, qu'elle aboutisse, qu'elle réussisse, pour l'instant, on ne peut pas dire que ce soit un total succès, mais il n'empêche que l'avenir est à une politique de ce genre, une politique qui consiste à neutraliser l'action des violents en les associant à des caractères souples et en leur faisant, si on peut dire, entendre raison. Ça ne paraît pas si simple que ça. Non, pas du tout simple. Parce que quand la violence politique s'exprime, justement, Gérard Leclerc nous en parlait tout à l'heure dans sa chronique, le fait de savoir ce qui motive réellement les casseurs,
Oui. Il y a une sorte de point d'interrogation. Est-ce que ce sont vraiment les retraites? Est-ce que c'est Non, de alors, l'anti-Macron? Est-ce que c'est oui, ceci? oui, Est-ce je que vous c'est suis cela? très bien, je vous Il y a suis une très sorte de bien. violence absolument muette, d'une Oui. certaine façon. Alors, ils partent du principe qu'il n'y a pas de société, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de commun entre les uns et les autres. Ils partent du principe que la société n'est qu'un champ de bataille et qu'il convient de gagner cette bataille en inversant Le les rapport de choses, force. en renversant la loi, l'État, etc., qui serait au service de certains. Mais Ça, des c'est une idée, François Guéry, c'est une idée très forte de dire que la loi, les institutions, en particulier, c'est une idée très forte à l'extrême gauche, de dire que tout cela n'est que le paravent, Hmm. l'habillage en fait des Oui, oui, rapports de oui, force je sais, réels je dans la sais. société, des rapports de classe, et qu'en Oui, réalité, l'État n'est qu'un instrument de la domination bien sûr. d'une bourgeoisie qui se cache derrière les institutions. Alors, C'est ma ça, en réponse fait, est l'idée. très simple. On l'a déjà fait et ça a été désastreux. On l'a déjà fait, c'est-à-dire. Eh bien, on l'a déjà fait, c'est-à-dire que l'État soviétique, après la révolution de 1917, bolchevique, a constitué une sorte de contre-société où le parti avait tous les pouvoirs, et en particulier un pouvoir d'arbitraire monstrueux, un État qui est devenu absolument policier, où on a déporté des millions de gens pendant 3 générations. Solzhenitsyn en parle de ça. Il dit, vous avez eu des violents pendant la terreur, ça a duré 2 ans. Nous, on a eu 3 générations de suite. Jean-Luc Mélenchon, c'est ça? Notamment, oui. Enfin, en tout cas, il aimerait sans doute qu'on ne parle que de lui quand on discute de ce genre de choses. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de, comment dirais-je, de parodie de la vieille histoire, de l'histoire Oui, en particulier de l'histoire du communisme révolutionnaire à travers ce qui se joue en ce moment? oui, oui, je pense que pour ces gens comme Badiou aussi, qui ne s'expriment plus, mais enfin qui s'est bien assez exprimé Alain sur ces Badiou? questions, un seul avenir, un seul avenir est fixé, c'est la révolution qui doit reprendre jusqu'à son parfait succès. Or, le parfait succès en question a été, humainement parlant, un véritable désastre, qui est d'ailleurs connu depuis que les archives de l'État stalinien ont été ouvertes. Il y a des textes là-dessus, sur les déportations, sur les tortures méthodiques, programmées, etc., pour obtenir des aveux complètement faux et bidons. Tout ça est connu. François Guéry, ça c'est encore un moteur, la révolution est encore un moteur intellectuel en tout cas aujourd'hui. Oui, La je loi sais. du plus faible, j'aimerais que vous nous expliquiez, parce qu'il y a des connexions qui peuvent paraître évidentes pour les personnes qui nous écoutent avec ce que représente le christianisme. Le Christ d'ailleurs qui s'est présenté comme le plus faible par excellence et en même temps le plus Oui, fort. absolument. Vous voyez, c'est toujours ce jeu un peu de Oui, complexe entre la faiblesse et la force oui, tout à dans le fait. christianisme. Alors, quelle définition donnez-vous à la loi du plus faible? Alors, pour la loi du plus faible, euh, je suis parti de réalités biologiques bien connues. Tout le monde sait comment les mammifères se reproduisent, et tout le monde sait aussi que le fœtus du mammifère, dont fait partie évidemment le fœtus humain, bénéficie d'une protection en gros 9 mois jusqu'à sa naissance, après quoi c'est la société qui assure la protection de ce qui est en cours de maturation. Donc, biologiquement parlant, on peut dire que la vie a prévu la protection du plus faible tant qu'il est trop faible pour résister aux agressions du monde extérieur. Et donc, cette sorte d'intériorisation de la vie future au sein de la vie actuelle, c'est-à-dire au sein du corps de la mère, pour être clair, c'est cette intériorisation que j'ai appelée loi du plus faible, puisque d'une certaine manière, les choses se passent. Et c'est là que c'est difficile peut-être à saisir. Les choses se passent comme si la génération qui vient imposait sa loi à celle qui est déjà là. Et donc comme si la génération future prenait le pas sur la génération actuelle et en quelque sorte lui extorquait, sans doute le mot est trop fort puisque ça se passe, si on peut dire, consensuellement. Enfin, la grossesse est une période heureuse la plupart du temps, heureusement, etc. Mais donc, il y a un droit fantastique que prend le fœtus, biologiquement parlant, je ne parle pas pour l'instant de psychologie, etc., un droit fantastique d'exister grâce à la protection du corps de la mère. Donc j'ai réfléchi à ce point-là. Est-ce que la nature est vraiment
un champ de bataille où on extermine les plus faibles, ou est-ce qu'au contraire, le plus faible est protégé par nature? Et moi, je dis oui, il est protégé par nature si on accorde de l'importance au phénomène mammifère. Parce que un psychanalyste, psychiatre, maternologue qui s'appelle Delassus a démontré, à mon avis, très bien, dans un livre que je trouve génial et qui s'appelle L'eugénie du fœtus. Il montre cet emboîtement, si on veut, avec ses implications, qui, à mon avis, pourrait aussi bien d'ailleurs se traduire en termes de pacte, parce que les choses se passent comme si la nature avait passé un pacte entre générations, comme si elle avait dévolu une génération à l'existence de la suivante. Et c'est pourquoi nous trouvons encore sur Terre des espèces. Parce que s'il y avait purement et simplement une loi du plus fort, c'est-à-dire une extermination du faible, les espèces se seraient entre-détruites, si on veut. Il y aurait eu une autodestruction de la vie. Or, cela n'existe pas. Des espèces très faibles, très petites, minuscules, etc., continuent à survivre, peut-être même d'ailleurs, enfin, j'observe que nous avons quand même éradiqué beaucoup d'insectes. Ça, c'est une question très grave, parce que les insectes ont joué un rôle très important dans la préparation d'un monde habitable. Jules Michelet a écrit un livre qui s'appelle L'insecte et qui est extraordinaire, parce qu'il montre que les insectes ont préparé l'humus, si on veut. Et donc sur l'humus, toutes les cultures prospèrent, etc. Donc le monde humain habitable est dû, pour une part, au jeu des insectes. Or, avec les insecticides, on a pas mal éradiqué cette petite vie, si on veut. L'homme est source de déséquilibre aussi, Oui, par ses absolument. choix. François Guéry, quand vous dites donc cette loi du plus faible qui est indiquée dans la biologie Mm. et qui donc nous amène à réfléchir à qui nous sommes et au lien entre les générations, Oui. cela remet complètement en cause la vision effectivement du darwinisme. Oh non, parce que Darwin... La sélection des plus aptes, Oui, mais ça c'est une... comment dire, c'est une extrapolation. Non, c'est une caricature du darwinisme que peut-être Darwin n'a pas évité complètement. Maintenant, l'histoire du darwinisme a été à la fois un des thèmes de l'épistémologie française et en même temps c'est toujours resté quelque chose de flou et d'incomplet. Parce que ce qu'il faut savoir, et c'est aussi pour ça que je me suis permis de dire des méchancetés sur le darwinisme a participé à la genèse du nihilisme russe. Or, le nihilisme russe, c'est la matrice du bolchevisme et de ce système concentrationnaire, stalinien, etc., dont nous parlions tout à l'heure. Pourquoi ? C'est parce que Darwin apparaît comme le penseur athée par excellence dans cette génération. Et il pense plus généralement que les sciences biologiques doivent effacer tout ce qui est théologique. Or, dans ce qui est théologique, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a une éthique de la compassion, de la commisération, de la charité, et donc une éthique, d'appui de l'un sur l'autre. Or, Nietzsche, par exemple, estime contre nature l'éthique chrétienne à cause du fait que précisément elle protège trop les faibles. Allant par ailleurs contre ce fait même que, bon, si on le suivait, la domination du christianisme au niveau planétaire devient incompréhensible, puisqu'il dit que selon la nature, le fort devrait l'emporter sur le faible. Donc Le christianisme aurait dû disparaître. Comment ? Le christianisme aurait dû disparaître, Oui, selon cette c'est logique. ça. Et même plus généralement, enfin, il n'arrive pas à expliquer pourquoi cette éthique de protection du faible a pu l'emporter, puisque selon lui, c'est la force qui est la nature. Donc, il nie la nature tout en s'abritant, si je puis dire, sous son aile. Il prétend rétablir une nature, et l'hitlérisme, le nazisme l'a suivi, hélas, sur ce point qui n'est qu'un aspect de sa pensée, hein, ça je veux bien le croire, mais il n'empêche que l'idée que la civilisation, plus généralement, est contre nature, et que contre elle, il faut établir la loi des forts, voilà ce qui donne, si on veut, les monstruosités inhumaines, anti-humaines. Et d'ailleurs, cet anti-humanisme a été développé aussi dans ce qu'on appelle la French Theory, d'une façon que je pense fautive. Pourquoi ? Parce que là, vous vous attaquez à une vache sacrée. Oui, mais François Guéry. effectivement, je pense qu'il y a eu une erreur fondamentale qui tient à une surévaluation des
promesse du communisme, si on voulait dire les choses comme ça. Surévaluation, étant donné qu'il faut quand même se mettre devant la réalité des choses, à savoir le désastre humain qu'a constitué cette tentative vraiment effrayante. Enfin, moi, je me réjouis d'être né et de continuer à vivre dans une société humaine, alors que ce que je sais de la vie dans les pays de l'Est et en Russie, c'était vraiment vivre dans l'inhumanité. Mais il y a quand même un paradoxe quand même, François Guéry, c'est que le communisme, pour revenir à cette Mm. idée, s'est présenté comme un processus de libération universelle de Oui, l'homme je sais et des bien. plus faibles, en particulier des personnes exploitées par les plus forts. Alors ça, c'est plus compliqué Et encore. là, vous nous dites en fait, bah non, Non, c'est plus compliqué parce que l'idée est dans Marx, à savoir que le prolétariat étant la classe la plus nombreuse et jusqu'à présent exploitée, sa force devrait l'emporter au niveau de l'État, avec une destruction progressive de l'État. Ça s'est produit absolument à l'inverse, mais soi-disant comme processus préparatoire, si on veut. Bon, en réalité, ils ont établi un État plus fort que jamais et un esclavage. Et un esclavage. Donc, au rebours, si on c'est la veut, ferme des animaux d'Orwell. Comment? C'est la ferme des animaux. Oui, oui, enfin, moi, ce que j'appelle l'esclavage aussi, c'est le fait que tout le processus industriel qui était réclamé, si on veut, qui était programmé dans le régime stalinien, était supporté en fait par les opposants envoyés au goulag et qui effectuaient le travail comme des esclaves, c'est-à-dire sans salaire, etc. Donc, en fait, c'est un État qui a rétabli l'esclavage et non pas l'a aboli. Oui, n'empêche que l'idée est encore très présente aujourd'hui, que c'est une idée positive qui a libéré, ou qui était censée libérer l'homme de la domination des plus forts. Alors oui, Et c'est encore ce serait un aujourd'hui très autre livre, présent. hein. Ce serait un autre livre. Mm. Oui, je suis entièrement d'accord. Je pense qu'il y a un sophisme dans cette idée que les plus forts sont ceux qui sont actuellement les plus faibles et qui sont exploités, alors que précisément, s'ils sont exploités, c'est que leur force productive euh, a été en quelque sorte euh, mutée vers de très grands appareils, ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui d'ailleurs l'intelligence artificielle, et donc leur force est imaginaire, si je puis dire. Et le nombre ne peut pas faire la force parce qu'une société contient des diversités, admet des diversités. On met toujours l'accent sur des questions de réussite sociale, d'argent, de niveau de vie, etc. Mais la diversité est bien plus grande que ça. Il n'y a pas que des pauvres et des riches, des faibles et des forts. Il y a une très grande diversité et le fait que, par exemple, les Khmers rouges se soient attaqués à tout ce qui était élite, tout ce qui était élite, c'est-à-dire les diplômés, les artistes, les écrivains, etc. Euh, voilà une des dérives de cette idée que le grand nombre devrait l'emporter. C'est la haine de tous ceux qui ont quelque chose. Or, avoir quelque chose, c'est bien. Mm. Oui, C'est bien. la haine est aussi un moteur évidemment très très fort de J'ai l'histoire écrit humaine. sur la haine Oui. jadis, enfin en 2001, haine et destruction. C'est un sujet que je pense d'une actualité trop brûlante. François Guéry, que pensez-vous de la protection qu'on accorde aujourd'hui aux plus faibles dans la société? Parce que l'Église y est attentive. Donc je pose Oui. la question, que ce soit au début ou à la fin de la vie. Ah Le oui. début de la vie semble aujourd'hui ne fait pas l'objet de protection particulière. Je pense à la protection du fœtus, par exemple, qui n'a pas de statut juridique. Et puis la fin de la vie, aujourd'hui, s'écrit un petit peu en pointillé et suscite beaucoup d'interrogations. Alors Oui, qu'est-ce que oui. vous dites à ce sujet par Moi, rapport à la loi du plus faible? oui, alors il y a effectivement une sorte de, on pourrait dire, de retour, de gratification. Les plus âgés ont bénéficié, étant incoatifs, enfin étant enfants, petits, de beaucoup de protection. Ils méritent donc une protection. Et il est vrai que... Ça, c'est un argument. Comme vous avez été Oui. protégé, vous méritez aussi d'être protégé Oui, si la oui, protection on peut est... extrapoler l'idée d'une protection naturelle à la société civilisée. Et l'abandon des vieillards dans la montagne, comme c'est par exemple raconté dans des romans japonais notamment, enfin, on les emmène dans la montagne pour qu'ils y meurent. Bon, Mhm. est évidemment quelque chose d'inhumain. Donc, puisque je dis qu'il faudrait un monde humain, il est humain aussi d'assister, d'accompagner les vieillards qui donc deviennent faibles, trop faibles,
pour tenir par eux-mêmes, de les accompagner dignement et si possible affectueusement. Et sur les fœtus? Alors pour les fœtus, c'est compliqué parce que la revendication des femmes, je la comprends très bien, elles sont au premier plan. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, biologiquement parlant, elles sont au premier plan. Donc, si elles ne veulent pas de l'enfant qu'un autre, un homme, dont peut-être elles n'ont pas voulu, à semer en elles, elles ont tout de même, je dirais, une part de choix. Et d'ailleurs, à vrai dire, même si on ne parlait pas du tout de législation, toutes les naissances n'aboutissent pas. Il y a des fausses couches. Et personne ne sait si une fausse couche a été, disons, accompagnée délibérément ou pas du tout, si elle est purement accidentelle. Donc ça s'est toujours fait, et moi je ne prétends pas que tout fœtus doit venir à terme. Oui, D'ailleurs, c'est juste la une nature constatation. ne le fait pas, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est juste une observation en fait de la réalité biologique Oui, de laquelle on absolument. déduit Oui. le fait que le faible aujourd'hui est honoré par la nature et que le fort, c'est pas systématiquement cette loi du plus fort. D'ailleurs, l'expression même loi du plus fort est un peu contestable dans la mesure Ah où oui, la oui, loi justement. c'est un sarcasme. D'ailleurs, Rousseau le dit. Il dit que c'est une expression ironique. Parce qu'effectivement, loi du plus fort, ou bien c'est la loi, ou Ou bien bien c'est c'est le le plus plus fort. fort. Voilà, c'est soit l'un Et- soit l'autre. Exactement. Donc, au fond, on en revient à cette idée que si on laissait faire des mafias ou des groupes de pression, on arriverait à une société inhumaine. Voilà ce que je dis. Et même une société contre nature. C'est le point que je crois important. L'idée, François Guéry, justement, puisque vous parlez de contre-nature, l'idée qu'il y ait des femmes ou des jeunes femmes aujourd'hui qui ne veulent pas avoir d'enfants, estimant justement que enfanter nuit à la planète, etc. On connaît tout le discours de l'écologie radicale. Comment resituez-vous ce propos par rapport à ce que vous avez dit? Bah, moi, ce que j'ai dit et écrit d'ailleurs dans le livre, c'est que de toute façon, euh, la- les générations futures passent à travers le crible des réglementations sociales, La vie est toujours plus forte. des lois. Elles passent à travers. Il y a une humanité. Et de toute façon, je pense que personne ne souhaite que l'humanité s'arrête, par exemple, je ne sais pas, moi, disons en 2040 ou 2050. Si, vous avez des Personne gens n'a qui jamais souhaitent proposé- l'extinction de l'humanité. Comment? Vous en avez qui souhaitent l'extinction de l'humanité, qui se disent l'homme est un nuisible. Je trouve un peu, comment Enfin, dire, peut-être marginal, un mais peu ça suicidaire. existe. Non, moi j'aime la vie, je pense qu'elle doit continuer. Et Bah, c'est même, la meilleure leçon qu'on puisse trouver. oui, et même si possible, la vie la meilleure possible, la bonne vie doit continuer. Et donc ça passe aussi par la biologie, par les naissances, qui, je le répète, ne sont pas un programme dans l'absolu, mais il y en aura. Merci beaucoup François Guéry de nous avoir justement livré cette réflexion éthique qui renouvelle le débat finalement sur notre identité, ce que nous sommes, autour de la loi du plus faible, la nature qui n'est pas darwinienne aux éditions du Cerf. Je rappelle que vous êtes philosophe. Merci et à bientôt.